Messieurs, dames, bonsoir. M'entend-on? Bienvenue à ce conseil municipal qui sera en grande partie consacré notamment au budget prévisionnel 2022. Je vais d'abord faire un point sur la liste des présents et des personnes représentées. Donc, comme pouvoir, nous avons Madame Azopardi qui a donné son pouvoir à Monsieur Christophe Delors, Madame Evelyne Richaud qui a donné pouvoir à Monsieur Florian Cottineau, Monsieur Colmar qui a donné pouvoir à Monsieur Jurassic, Monsieur Quitois qui a donné pouvoir à Madame Biron, Madame Labbé qui a donné pouvoir à Madame Petit, Madame Federbe à Monsieur Fontaine, Stéphanie Ambrogio, Madame Ambrogio m'a donné son pouvoir et Monsieur Gallet a donné son pouvoir à Monsieur Perrault. Donc, ce qui fait que... Oui. Pardon ? Normalement, ça a été scanné. Madame Alves, on a eu un pouvoir scanné ou pas? D'accord. Bon, bah écoutez. Donc on va rester à 26 effectivement dans ce cas-là. Je croyais qu'un pouvoir était arrivé. Donc, non, parce qu'elle a prévenu assez tardivement, je crois qu'elle ne pourrait pas être là en fin de journée, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier au cas où. Oui, non, nous ne l'avons pas. Alors, donc, ce qui fait que nous sommes 26, dont 5 plus 3, dont 8 pouvoirs. Donc, 18 personnes présentes et 8 pouvoirs. Alors, nous allons commencer par la désignation du secrétaire de séance. Monsieur Mallet, nouvellement conseiller municipal, que j'accueille ici chaleureusement. Alors, on vous accueille encore plus chaleureusement dans 2 points, puisque vous êtes le point numéro 3. Acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Il l'accepte. Merci beaucoup, monsieur Mallet. Donc, nous allons passer au point premier, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2022, donc le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur Perrault. Oui, je vous avais indiqué qu'il manquait les références de l'année 2020. Vous nous avez indiqué que ce serait modifié, ce document. Et donc, j'aurais souhaité qu'on ait ce document de distribuer, s'il vous plaît. Qu'appelez-vous les références de l'année 2020, s'il vous plaît? C'était dans le rapport d'orientation budgétaire. Il y avait les graphiques et il manquait systématiquement l'année 2020. Donc vous nous aviez dit que c'était un oubli et que ça serait corrigé. Et donc on souhaiterait maintenant récupérer le bon document définitivement. Il a été publié en ligne sur Internet. Mais on va vous le refaire parvenir. Ce n'est que ça. D'accord. D'autres remarques? Donc nous allons passer au vote. Donc, concernant ce procès-verbal du 7 février 2022, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc adopté à l'unanimité des 26 voix présentes et ou représentées. Point numéro 2 pour information, compte rendu des décisions prises par le maire en application de l'article L2122 du CGCT. Donc, nous avons un don d'ouvrage au foyer d'accueil médicalisé de Becheville, un don d'ouvrage à la boîte à livres Lissou, un don d'ouvrage à la médiatique associative de Lainville, un contrat de maintenance des défibrillateurs de la commune, un contrat de vérification annuelle du système d'alarme incendie pour la salle Ravel et une préemption de la parcelle cadastrée au 55 rue Nationale à Issou. Donc, qui rentre dans la logique même du point qui sera abordé en numéro 2 dans le cadre de la convention d'intervention foncière,
puisque l'objet est d'éviter, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, toute spéculation foncière sur les terrains situés le long de la départementale, notamment entre le Lidl et la rue de Montalet. Y a-t-il des questions ? Donc, point numéro 3, démission d'un membre du conseil municipal et donc un nouveau membre. Donc, Madame Mélanie Lottier a présenté sa démission en date du 8 mars. Conformément à l'article 21-21-4 du CGCT, sa démission a pris effet immédiatement et a été transmise au préfet des Yvelines. Le conseiller venant immédiatement après le dernier élu sur la liste, Un autre avenir pour Issou, à savoir notre secrétaire de séance de ce soir, Monsieur Sylvain Mallet, est amené à la remplacer. L'ordre du tableau s'en trouve modifié. Point numéro 4, remplacement d'un membre du conseil d'administration du CCAS. Donc, Madame Lottier était également administratrice élue au sein du CCAS. Pour rappel, les membres du CCAS élus par le conseil municipal le sont au scrutin de liste à la proportionnelle, au plus fort reste. Donc, conformément à l'article R123.9 du Code de l'action sociale et des familles, ce siège est pourvu par le suivant sur la liste candidate des membres du CCAS, à savoir Monsieur Christophe Jurassic, ici présent, qui sera donc amené à remplacer Madame Lottier au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc, nous allons ensuite passer aux délibérations. Premier point, représentant à l'Assemblée des copropriétaires de la résidence Amarena. Donc, Madame Lottier était la représentante titulaire. Alors, il y a une petite erreur, au niveau de la délibération, j'ai une petite précision à apporter. Donc, elle était titulaire à l'Assemblée des copropriétaires. Il convient donc de procéder à une nouvelle élection suite à la démission de Madame Lottier. Donc, nous sommes bien d'accord, nous n'élisons finalement que la représentante titulaire. La suppléante demeure Madame Richoux. Donc, qui doivent faire part de leur candidature au maire. Donc, Monsieur Mallet m'a déclaré vouloir être candidat. Y a-t-il d'autres candidatures ? Est-ce que vous acceptez qu'on fasse le vote à main levée ? Ok. Donc, concernant la candidature de Monsieur Mallet à l'Assemblée des copropriétaires, qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Alors, pour Madame Boukabou qui vient d'arriver, je vais repréciser. Donc, il s'agit de Madame Berland, Monsieur Perrault, Madame Lawson, Monsieur Tourne, Madame Vernet, sachant que Monsieur Gallet est représenté par Monsieur Perrault. Voilà. Donc, Monsieur Mallet, vous êtes élu représentant. Pardon ? Bon. Alors, puisqu'on me demande de relire la délibération, donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les élections municipales du 15 mars 2020, vu la candidature de Monsieur Mallet, voilà, considérant qu'il convient de nommer un nouveau représentant titulaire, on rectifiera, pour représenter le conseil municipal dissous lors des assemblées de la copropriété, il est proposé au conseil municipal d'élire Monsieur Mallet membre titulaire. Donc le vote a eu lieu. Nous allons ensuite passer au point numéro 2, qui donc est un point de prospective, on va l'appeler comme ça, donc qui est une convention d'intervention foncière avec l'EPFIF. Nous avons convié Madame Mazoliver et Madame Hircha, représentantes de l'EPFIF, à venir un petit peu présenter au conseil municipal et à celles et ceux qui nous regardent ou qui sont dans la salle ce qu'est l'EPFIF, parce que voilà, tout le monde ne le sait pas forcément, expliquer quelle est son utilité, à quoi elle sert. Donc je vais leur laisser la parole. Je sais qu'elles ont préparé un petit slide que nous allons proposer. Bonsoir. On a combien de temps ? On prend notre temps, d'accord. Bonsoir. Donc Sandra Hircha, je suis directrice adjointe à l'établissement public foncier d'Île-de-France et ma collègue Judith Mazoliver qui est chef de projet, toujours à l'EPF. Vous n'entendez pas ? Donc je vais le rapprocher.
Donc, je vous indiquais que j'étais Sandra Hircha, donc directrice adjointe à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Je vais parler un peu moins vite également. Et Judith Mazolivet, ma collègue, qui est chef de projet en charge de la commune d'Issou et qui est l'interlocuteur au quotidien des services de la ville. Donc, qu'est-ce qu'un EPF ? Un EPF, rapidement, c'est un établissement public foncier d'État. On a On a un statut avec une autonomie financière et une personnalité morale complètement indépendante. Donc on a aujourd'hui un budget et ce budget, on l'alloue à une collectivité locale en fonction des demandes qu'elle peut nous faire. La ressource, donc notre budget, c'est quoi ? C'est les impôts de tout un chacun. Il y a une partie qui est versée à l'établissement et en fonction du contrat et de la convention foncière que l'on met à disposition de la collectivité, on réserve une partie de cette ressource financière. Aujourd'hui, on a un président qui est également vice-président de la région. C'est monsieur Jean-Philippe Dugoin-Clément. Et puis, on a un conseil d'administration avec un certain nombre de membres d'État, de la région, de l'Île-de-France et des EPCI des Yvelines. Donc, on a une structure État avec des représentants des collectivités et des représentants État. Je vous passe rapidement. On est en partenariat à l'échelle de l'Île-de-France avec à peu près 300 collectivités. Nous, notre travail, c'est de faire du portage foncier pour le compte des collectivités. L'intérêt, c'est de faire des projets de logement ou des projets de développement économique. Sur les Yvelines, aujourd'hui, on est en partenariat avec à peu près 80 collectivités. Et puis, vous avez des chiffres concernant nos budgets, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres importants. Grosso modo, on a à peu près 50 millions d'acquisitions par an et 30 millions de cessions également par an. Alors, comment on fonctionne ? On fonctionne à travers une convention d'intervention foncière. Sur Issou, on est plutôt dans la colonne veille foncière. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais cette convention, elle définit les droits et les obligations de la collectivité et de l'EPF. On définit un périmètre d'intervention sur lequel potentiellement il peut y avoir un portage et sur lequel il y a un projet à définir. On y alloue donc cette fameuse enveloppe et ensuite on se donne une durée qui est le temps de faire les études. Alors sur Issou concrètement, aujourd'hui on a travaillé sur une convention de veille foncière. Donc on est très en amont aujourd'hui d'un projet. Le projet est défini par la ville. L'EPF, c'est votre outil pour définir le projet. On ne s'auto-saisit pas d'un quelconque portage foncier. À chaque fois qu'on fait une acquisition, on a l'accord des partenaires. Pourquoi ? Parce qu'à terme, dans cette convention, il peut y avoir effectivement une demande de garantie de rachat si le projet de logement ou de développement économique ne va pas à son terme. Aujourd'hui, on est parti donc sur un périmètre assez autour du Lidl et sur toute la bande, sur un périmètre donc de veille foncière. Donc on est très en amont. C'est le temps des études, le temps de la définition du projet. On est parti sur une convention de 5 ans avec une convention financière de 4 millions. Je vais revenir sur les éléments de la convention. Aujourd'hui, donc, c'est la convention qui sera approuvée, monsieur le maire, au conseil municipal. Nous, côté EPF, on a déjà approuvé cette convention-là. Avec votre approbation, ça finira le cycle des collectivités et de l'EPF pour ensuite la mise en signature du document. La dernière diapositive, elle est liée à nos fondamentaux. Donc notre ADN, c'est quoi ? C'est de faire du portage foncier et financier pour un appui au logement, donc la production de logement, du logement classique, du logement social, du logement dont on a besoin sur une commune. Ensuite, on a un volet développement économique, donc ça peut être une requalification d'une zone d'activité économique. Et puis ensuite, depuis le début de l'année 2021, on a un volet très fort sur la transition écologique, avec des enjeux sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, sur la biodiversité, le carbone et les déchets.
Aujourd'hui, on est complètement dans la loi climat et résilience. Pour finir, que se passe-t-il le temps de la convention? On porte les biens. Quand c'est des biens bâtis, c'est assez simple. Quand c'est des biens, quand c'est des biens bâtis, on a un administrateur de biens, donc un acteur qui spécifiquement gère les biens, mais sinon on peut le remettre en gestion à la commune. Et ensuite, quand c'est du bien non bâti, c'est un petit peu plus simple, parce que du coup, il n'y a pas d'ADB. Je vais passer sur ces aspects qui sont très techniques ou technocrates à cette heure-là. Hop, ok. On est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions et répondre à vos questions. Y a-t-il des questions concernant cette convention d'intervention qui, donc, je le rappelle, dans un premier temps, est surtout là pour éviter de nombreuses opérations de spéculation foncière, puisqu'on sait que l'ensemble de cette emprise est aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est français, mais tant pis, je vais m'autoriser le néologisme, prédaté par de nombreux promoteurs immobiliers. Donc, y a-t-il des questions ? Donc, nous allons passer au vote. Alors, j'essaie juste de revoir pour essayer d'éviter de trop répéter. Alors, on va quand même relire un petit peu la délibération. Donc, la commune d'Issou et l'EPFIF sont partenaires depuis 2013 dans le cadre d'une convention d'action foncière pour la réalisation de programmes d'habitat conclus en 2013 et faisant l'objet d'un avenant portant l'achèvement des termes de la convention en 2018. Les secteurs identifiés ont permis le développement de 113 logements locatifs dans le secteur des Sablons et la rue des Guyonnes. Une nouvelle convention avait été conclue en 2018. Elle portait sur 9 secteurs de veille foncière, un peu plus de 4 hectares. L'objectif était de mener des opérations en renouvellement urbain afin de densifier les tissus existants. Aucune intervention foncière n'a été menée par l'EPFIF dans le cadre de cette convention. Au total, 83 logements sociaux, donc là on parle bien de la convention précédente, devraient pouvoir être réalisés sur 2 des secteurs identifiés par cette convention dans le cadre d'opérations menées directement par des bailleurs. Donc rue des Hautes-Frileuses et un ensemble autour de Bouillard, Montalet, Giraudat. Les 7 secteurs restants de cette convention en renouvellement urbain sur des parcelles déjà bâties et abritant des pavillons individuels, essentiellement, ne correspondent plus aux orientations d'aménagement de la nouvelle municipalité. La commune a d'ores et déjà identifié un large périmètre en centre-ville de 2,9 hectares qui fait l'objet de nombreuses sollicitations émanant de promoteurs privés. Ces sollicitations montrent l'intérêt stratégique que représente cette zone de centralité, et ce, bien au-delà du seul terrain constitué par l'ancienne friche Lidl. C'est évidemment en bordure de départementale, et je l'ai souvent répété, je le redis, mais il faudra qu'on ait une réflexion commune. C'est évidemment un axe stratégique aussi pour l'avenir de notre commune. Il existe donc un risque conséquent que se concrétisent sur ce terrain des projets privés épars ne répondant pas aux problématiques de l'avenir de la commune et n'ayant pas fait l'objet de la moindre concertation. Aussi, la commune souhaite y engager une étude urbaine afin de faire correspondre l'avenir de ce secteur avec un projet concertant, répondant à la notion d'intérêt général au regard des défis que la commune va devoir relever. Je vous les rappelle, vous les réentendrez tout à l'heure dans le budget. Présence de nouveaux commerces et services, respect de la loi SRU, j'ai envie de dire plus largement aussi imaginer un parcours résidentiel au sein de notre commune, lutte contre la baisse démographique et bien d'autres points. La ville sollicite l'EPFIF afin de revoir ses modalités d'intervention sur le territoire de la commune. Les opérations en cours et le développement de ce nouveau secteur devraient permettre à la commune d'atteindre les objectifs SRU et de requalifier le front battu le long de l'axe principal de son territoire, évidemment suite à un projet de concertation.
Les projets de la commune s'inscrivent pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que qualitatifs de l'EPFIF, qui a pour vocation d'accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations des collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute expertise en matière foncière. Donc, ISSO et l'EPFIF ont convenu de conclure une nouvelle convention de substitution à l'ancienne convention d'intervention foncière de 2018 pour conduire une politique foncière sur le moyen terme au sein des secteurs définis dans l'annexe de la convention. Cette nouvelle convention, outre le secteur décrit ci-dessus, a conservé le secteur de l'OAP de Rangiport, OAP inscrite au PLUI, mais pour laquelle, à ce jour, aucune étude de faisabilité n'est en cours. Ces projets s'inscrivent pleinement dans les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'EPFIF, tels que fixés par son PPI. Ils contribueront notamment à la création de logements, à la lutte contre l'habitat indigne, à la relance économique et à la transition écologique, pour laquelle l'EPFIF s'inscrit dans la logique dite ABCD, visant à la réduction de l'artificialisation, préservation de la biodiversité, réduction des émissions de carbone et valorisation des déchets de chantier. Sur ces bases convergentes, la commune et l'EPFIF ont donc convenu de s'associer pour conduire une politique foncière sur le moyen terme au sein des secteurs décrits ci-dessus. Ces modalités de partenariat se fondent sur une nouvelle convention dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Veille foncière. L'EPFIF procédera au cas par cas à l'acquisition des parcelles sur demande expresse de la commune, soit par négociation amiable, soit, je le précise, en très dernier recours, et une fois que le projet serait vraiment très avancé, donc pas avant quelques années, à tout le moins, par préemption. Durée jusqu'au 30 juin 2027, l'enveloppe initiale prévue est de 4 millions d'euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cette nouvelle convention et d'autoriser le maire à la signer. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu l'article 2 du décret 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'EPFIF, vu le projet de nouvelle convention d'intervention foncière, considérant l'intérêt pour la commune de conclure un partenariat avec l'EPFIF pour conduire une politique foncière sur le moyen terme au sein des secteurs définis dans la convention, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention d'intervention foncière et ses annexes et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer ainsi que tout document y afférent. Donc nous allons passer au vote. Donc concernant cette délibération, qui s'abstient? D'accord. Qui vote contre? Donc nous avons oui, l'abstention c'est madame Vernet, je précise pour madame Boukabou. Donc convention adoptée par 25 voix et une abstention. 25 voix pour et une abstention. Je souhaite remercier les deux intervenantes de l'EPFIF. Merci pour votre exposé. Voilà, pour avoir clarifié un petit peu l'objet de cet acronyme très difficile à prononcer, mais qui néanmoins est bien utile pour les communes pour qu'elles préparent leur futur projet d'avenir. Voilà. Je vous remercie au nom de l'ensemble du conseil municipal. Merci beaucoup. Alors, revente de la parcelle cadastrée AE29 à l'EPFIF. Donc, comme vous le voyez, nous avons, c'est une opération blanche en fait, puisque nous vous avons présenté tout à l'heure, en décision du maire, l'achat d'une parcelle je suis en train de chercher le numéro, au 55 de la rue nationale. Et donc, dans le cadre de la convention que vous venez de voter à l'instant, nous allons la revendre à l'EPFIF. Donc, la commune a, par délégation du droit de préemption urbain par la présidente de la CUGPSO, préempté cette parcelle cadastrée sise au 55 rue nationale au prix de la DIA, à savoir 135 000 euros. Cette parcelle étant située dans le nouveau périmètre de la convention d'intervention foncière que nous venons de voter, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la revente de cette parcelle à l'EPFIF conformément aux termes de cette convention. Le prix de la cession, donc cette parcelle fait 605 mètres carrés, correspond au coût réel supporté par la commune dans le cadre de la préemption, à savoir 135 000 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'acquisition. Le bien est libre de toute location, occupation, réquisition ou encombrement. C'est un bien qui était en vente. Donc, ceci exposé, il est proposé la délibération suivante. Enfin, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, d'ailleurs? Voilà. Alors, j'ai vu que ça faisait partie de vos questions diverses aussi, donc je pense que ça en fera moins partie du coup.
Alors, ceci exposé, il est proposé la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 2241.1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, je vous épargne les articles, vu le budget primitif 2022 devant être adopté prochainement lors de cette séance, vu la délibération 2020-20636 du Conseil communautaire du 6 février 2020, instaurant un périmètre de droit de préemption simple sur toutes les zones UAU du PLUI et notamment du territoire de la commune d'Issou, vu la délibération du conseil municipal donnant délégation de pouvoir à monsieur le maire et notamment d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, et ainsi de suite, sous réserve que les crédits budgétaires le permettent, vu la décision DEC 2022-032 de la présidente de la communauté urbaine GPSO portant délégation ponctuelle de l'exercice du droit de préemption urbain au maire d'Issou pour ce bien cadastré au 55 rue Nationale, vu l'avis des domaines en date du 17 mars, vu la décision du maire que nous avons évoquée tout à l'heure et vu la convention d'intervention foncière, considérant l'intérêt pour la commune de céder le bien cité précédemment à l'EPFIF dans le cadre de la nouvelle convention d'intervention foncière au prix acquis par voie de préemption et majoré des frais inhérents à la vente, considérant que la cession aura évidemment lieu une fois les vérifications notariales d'usage en la matière effectuées, il vous est proposé d'approuver la vente de la parcelle, donc 605 m², 55 rue Nationale Issou, à l'EPFIF au prix de 135 000 € majoré des frais de vente. Donc nous allons passer au vote. Donc concernant cette délibération, qui s'abstient? Donc une abstention. Qui vote contre? Donc 25 voix pour et une abstention. L'abstention, c'est Madame Verny. Délibération numéro 4. Convention d'occupation de la parcelle ZA84 pour une antenne radio. La commune a contractualisé avec l'Association pour la communication en Vallée de Seine, qui gère la radio RVVS, depuis 2014, afin qu'elle puisse occuper cette parcelle pour y implanter son émetteur ainsi que tout matériel nécessaire à la diffusion. En contrepartie de cette occupation, l'association s'engage à couvrir tous les événements locaux de la commune, ce qu'elle fait régulièrement et que nous essayons d'ailleurs de faire de plus en plus souvent. La convention initiale, signée le 20 novembre 2017, d'une durée de 2 ans, est arrivée à échéance et n'avait pas été renouvelée depuis. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser le maire à la signer ainsi que tout autre document nécessaire pour une durée de 5 ans. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui s'inscrit dans la continuité de ce que la précédente municipalité avait fait? Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'occupation de cette parcelle, entre l'association pour la communication Vallée de Seine et notre commune pour 5 ans. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Donc, pour l'instant, nous sommes bien d'accord. C'est encore sur Monsieur de Gallet vient d'arriver. Bonsoir, Monsieur Gallet. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est un pouvoir à Madame Verny. Et je pense que vous prenez place... Après le vote. Bah, le vote, il a eu lieu, là, non? Et le vote, vous pouvez retenir les votes. De quoi? Ah non, mais là, il n'y a personne... on a bien fait le vote. C'est Monsieur Gallet qui m'a perturbé, ça. Oui, on a voté. Donc, tout le monde a voté pour. C'est un vote à l'unanimité, oui. Monsieur Gallet, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour mon retard. Non, il n'y a aucun problème. Alors, délibération numéro 5, je vais passer la parole à Monsieur Miché. Contrat de régie publicitaire avec la société LVC Communication. La commune a décidé en 2020 de financer une partie du magazine communal par des recettes publicitaires dont les annonceurs sont principalement des entreprises locales. Pour ce faire, elle a contractualisé avec l'entreprise LVC Communication qui se charge de prospecter les annonceurs et reverse 55% du montant de recettes totales perçues. Le montant de ces recettes en 2021 s'élève à 2 697,34 €. Ce contrat avait été conclu par délibération du 7 décembre 2020 pour une durée d'1 an. Ce contrat étant arrivé à échéance, il convient de le renouveler. Par souci d'efficacité et de simplification administrative, ce contrat, dont les caractéristiques sont identiques au premier,
sera d'une durée de 2 ans. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de ce contrat et d'autoriser le maire à le signer. Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante. Vu les articles, je vous passe les chiffres. Vu le code de la commande publique, considérant l'intérêt pour la commune de faire appel à un prestataire extérieur pour prospecter et collecter les recettes publicitaires du magazine municipal, considérant que les annonceurs sont principalement des entreprises locales, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet du contrat de régie publicitaire avec la société LVC Communication représentée par son président, M. Frédéric Farago, annexé à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à signer le dit contrat et toute pièce s'y rapportant. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc nous allons passer au vote. Donc concernant cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc nous avons 6 voix contre. Donc Madame Berland, Monsieur Gallet, Monsieur Perrault, Madame Lawson, Monsieur Tourne et Madame Vernet. Alors, délibération numéro 6, convention de recours au bénévolat pour des missions de communication et prise de vidéo. Alors, Monsieur Colmar, malheureusement, ne peut pas être présent ce soir. Donc je vais vous lire cette délibération. Dans le cadre d'actions de communication, la commune souhaite faire appel à un bénévole pour la réalisation de courtes vidéos afin de communiquer sur des sujets choisis, portés par la collectivité et couvrir des événements se déroulant dans la commune afin d'en assurer la visibilité auprès du public y sous-soit, voire plus si affinité. L'établissement d'une convention est nécessaire dans le cadre du recours au bénévolat, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État qui encadre le recours aux collaborateurs occasionnels bénévoles du service public. Le projet de convention que vous avez reçu encadre les droits et obligations du bénévole. Il est donc proposé au Conseil municipal, alors je le dis tout de suite, c'est une régularisation, d'approuver le recours au bénévolat, de valider le projet de convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 2 mars 82 et considérant la nécessité d'avoir recours au bénévolat dans les conditions susmentionnées, il est proposé d'approuver la convention de bénévolat jointe en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Y a-t-il des questions à ce sujet? Oui, Monsieur Tourne. Urbain, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Donc je vais reprendre pour mes collègues qui m'ont peut-être pas entendu. Pourquoi avez-vous choisi un proche d'un de vos soutiens politiques local qui était présent à votre réunion de campagne, qui était également membre dans votre ancienne vie professionnelle du conseil d'administration du collège? Pourquoi n'avez-vous pas recherché un profil identique parmi les Issousois, parmi les mondes associatifs de la commune? Pourquoi également prévoir dans une convention, si je ne m'abuse, intitulée, qui se termine par contributeur bénévole, un article 10 nommé rémunération, qui offre la possibilité, en reconnaissance du travail fourni, l'acquisition, le remplacement de matériel en vue de l'amélioration de la qualité du dit bénévole. Pourquoi? Et un autre point, je suis assez favorable à cette fonction, mais je regrette qu'elle n'intervienne qu'elle ne soit connue au sein de ce conseil municipal que tard dans l'année, parce que j'aurais adoré qu'il soit présent à la cérémonie du 19 avril. Ça aurait pu faire un beau reportage, un beau souvenir pour mes collègues qui étaient absents à cette cérémonie, et aussi un beau témoignage pour nos Issousois. Ça fait beaucoup de questions. Oui, je répète? Oh non. Merci. Je pense que c'est pas la peine. Alors, comme vous le savez, la notion de conflit d'intérêt, parce que c'est un peu ça que vous dites, parce que vous dites beaucoup de choses, mais vous ne dites jamais les mots. Ce qui est très malin, mais pas forcément, on va dire, très honnête intellectuellement. Donc la notion de conflit d'intérêt, ça sous-entend qu'il y aurait un intérêt financier. Alors qu'un ancien membre du représentant du conseil d'administration du collège, dans lequel, merci d'étaler ma vie privée sur Facebook au passage,
De rien. C'est très gentil. De rien. Si vous voulez, vous pouvez J'y manquerai divulguer pas, mon j'y adresse, manquerai pas. n'hésitez pas aussi. Mais je sais pas, On voit bien votre adepte respect, vous votre êtes adepte dignité des là réseaux aussi. sociaux, donc vous en prenez le bon et le mauvais. Hein. De quoi? Vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous en prenez les deux côtés. Sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais précisé que j'avais abandonné mes fonctions professionnelles. Oh, c'est connu en toute la commune, hein. C'est une publicité que oui. vous avez largement fait. Mais vous savez que, comment dire, sur Facebook, il n'y a pas que la commune. C'est un fait. D'ailleurs, votre post sur le 19 mars 1962 a même été liké par un partisan de l'invasion russe en Ukraine. C'est vous dire à quel point ça va très très loin, Ouais. ça va bien au-delà d'Issou. Je crois que vous adorerez mon prochain. Attendez le prochain, vous l'adorez encore plus. Donc faites gaffe à qui vous apprécie quand même. Parce que bon, quand on a des gens d'extrême droite prônant l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui vous like, au bout de 15 jours, il est bon temps de s'en apercevoir, surtout sur une cérémonie patriotique. Que vous-même. Je peux parler parce que moi je vous ai pas interrompu. Oh, vous pouvez, oui. Ah, vous êtes trop gentil. Donc, je ne vois pas où est le conflit d'intérêt, déjà d'une part. Ou alors, si vous arrivez à me le prouver par A plus B, je suis preneur. Ensuite, de mémoire, c'est ce jeune homme qui est venu nous voir à un C'est hors moment... sujet, hein, c'est pas la question. Hein. La question, c'est pourquoi n'avez-vous pas choisi un enfant dissous ou parmi les associations Mais c'est ce jeune homme qui est venu me voir. Si un enfant dissous était venu me voir, je l'aurais pris. Dont acte. Dont acte. Ben, vous avez votre réponse, tout le monde va bien. Vous voyez, on peut poser des questions sans forcément rentrer dans la polémique inutile et stérile. Mais je ne vous ai pas invité à la polémique, c'est vous qui êtes plongé dedans avec les insinuations de délit de sous-entendu, mais vous n'avez pas répondu sur la partie rémunération. Sur la partie rémunération, c'est une possibilité qui est ouverte, mais comme toute possibilité qui est ouverte, on verra en temps voulu, sachant que ce matériel servira aussi dans un premier temps, essentiellement à s'il devait servir et s'il devait être acheté, ce qui n'est pas à mon avis d'ailleurs une priorité au regard de nos investissements, ça servirait aussi justement à faire ces films pour la commune. Voilà. Bon. Madame Lawson souhaite parler. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au respect des engagements. Dans la deuxième partie de cet article, il est mentionné de plus, le bénévole, dans sa mission de livrer un produit fini, doit s'acquitter à son compte des éventuels droits d'auteur, c'est-à-dire la SACEM, on est d'accord. Donc, c'est-à-dire que non seulement il n'est pas rémunéré, mais en plus, il va payer les droits d'auteur à chaque fois qu'il met de la musique. Je trouve que c'est pas très sympathique. Écoutez, cette convention a été vue avec ce jeune homme, avec son papa que votre collègue de gauche, enfin situé à votre gauche, a qualifié de soutien politique. Bon, pourquoi pas. Enfin, il était à Porcheville, on s'entend bien. Oui, mais après, je vous ai posé une question, me parlez bon, pas de mon ensuite, collègue d'à pour côté. en Moi, revenir je vous parle de à la SACEM, monsieur Giraud. Oui, mais la vous savez SACEM, qu'il existe des musiques il libres sait de droit. Combien ça va lui coûter, la SACEM? Vous savez qu'il existe des musiques libres de droit. Parce que vous pensez qu'il va utiliser des musiques qui sont dans le droit public maintenant? Je serais très étonnée quand même. Hein. C'est un jeune de 17 ans, je serais très étonnée. Hein. En tout cas, c'est la demande qui lui a été faite. En plus, mineur. Écoutez, en tout cas, cette convention elle a été passée avec le papa, avec le jeune homme en toute connaissance de cause, des droits et des devoirs impartis à chaque partie. On a eu plusieurs allers-retours, donc tout a été étudié normalement plutôt au cordeau. On s'est posé toutes ces questions, voilà. S'ils sont prêts à payer les droits de la SACEM, moi ça ne me gêne pas. Hein. Mais, et pour un petit peu rebondir sur ce que mon collègue de gauche a pu dire, au lycée Condorcet, il y a quand même une section qui est communication, vidéo. Dans cette section, il y a des Issousois, donc on aurait pu faire appel à des Issousois. Pardon. Je disais, au collège Condorcet, il y a une section communication. Au lycée, pardon, pas au collège. Au lycée Condorcet, il y a une section. Et dedans, il y a des Issousois. Pourquoi ne pas avoir fait appel à ces jeunes? Même si vous dites qu'il s'est proposé, parfait, mais il n'est pas de la ville d'Issou, donc on aurait pu favoriser un jeune Issoussois. Je sais que vous êtes très branché sur les frontières, hein, mais au bout d'un moment, c'est quand même un enfant du coin, déjà, d'une part. Ensuite, moi, si des gens, je vais vous le dire tout de suite, hein, qui viennent d'Issou, même de Gargenville, hein, je sais, je dis peut-être un gros mot, mais bon, après tout, il y a des gens qui font leurs activités là-bas aussi. Hein. Venez me voir pour filmer, moi, j'ai absolument rien contre. Là, il se trouve que j'ai un jeune
qui est venu me voir, qui a fait cette proposition. S'il y en a d'autres, moi je les accueille à bras ouverts. Je suis même prêt à faire le film différent par une personne à chaque fois. Bon, il faudra peut-être qu'on fasse la convention, mais bon, on régularisera au coup suivant, c'est pas un problème. Moi, je suis ouvert à tout. Ma porte est ouverte et je pense que notre porte est ouverte. Je ne peux pas parler que pour moi. Non, mais là-dessus, Monsieur Giraud, j'ai aucun souci. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand ce jeune homme est venu vous voir, peut-être y aurait-il fallu mettre une annonce sur le site d'Issou en disant voilà, on a un jeune qui s'est proposé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, il y en a pas. C'est pas gênant. Mais au moins, laisser la chance aux jeunes Issousois de pouvoir participer à la commune et aux activités de la commune. Si ça avait été une convention avec une convention avec un gage financier, une convention payante, pour dire les choses clairement, évidemment qu'on l'aurait fait. Évidemment qu'on aurait fait un appel à projet. Là, il s'agit d'une convention de bénévolat. Donc, nous ne sommes pas tenus à faire d'appel à projet pour des conventions de bénévolat, enfin pas à ma connaissance en l'état actuel de la jurisprudence en tout cas, voilà. Donc, voilà. Après, moi, s'il y a des gens qui viennent, mais je suis ouvert à tous les projets. Ma porte, elle est ouverte. Alors après, on pourra pas le faire, quelle que soit la nature du projet, mais je pense que la porte de cette mairie, et notamment du maire, n'a jamais été aussi ouverte à tous les projets émanant des Issousois. Et croyez-moi, elle va continuer à l'être. Donc, sur ce, nous allons passer au vote. Donc, concernant cette convention, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, Madame Berland, Monsieur Gallet, Monsieur Perrault, Madame Lawson, Monsieur Tourne et Madame Vernet. Donc, et tout le reste vote pour. Monsieur Jurassic, je vais vous laisser la parole pour l'attribution des salles à titre gratuit pour le personnel communal. Par délibération du 13 mai 2014, le Conseil municipal avait délibéré afin d'octroyer à titre gratuit les salles des fêtes au personnel communal et aux élus, une fois pendant la durée du mandat. Cette délibération venait à échéance avec le renouvellement des conseils municipaux. Il est proposé au Conseil municipal de reconduire sous une autre forme cette gratuité. Excusez-moi, on n'entend rien du tout. Ah, pardon. C'est inaudible. Pardon, je vais essayer de parler plus fort. Vous voulez que je recommence depuis le début? Non. Donc voilà, il est proposé au Conseil municipal de reconduire sous une autre forme cette gratuité. Pour rappel, toute location de salle et occupation du domaine public, par principe, fait l'objet d'une tarification. Il ne peut être accordé de gratuité que par décision expresse du Conseil municipal. Ainsi, il est proposé d'accorder une gratuité aux agents communaux à condition qu'ils aient au moins 1 an d'ancienneté dans la collectivité, une seule fois pendant la durée du mandat, pour toute mise à disposition d'une salle communale. Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code général des collectivités territoriales, pardon, je me suis perdu dans mes feuilles. Excuse-moi, c'est là-haut. Considérant que le principe de gratuité des salles accordées aux agents municipaux doit faire l'objet d'une décision expresse du Conseil municipal, il est proposé au Conseil municipal de décider d'accorder au personnel communal, sous réserve d'1 an d'ancienneté à la collectivité près des salles communales à titre gratuit, une fois pendant la durée du mandat, que ce prêt pourra être accordé en fonction de la disponibilité des salles et qu'une priorité est accordée aux associations, que ces dispositions s'achèveront à la date de renouvellement des conseils municipaux. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, j'ai une question. Qu'en est-il des agents qui ont déjà réservé la salle et qui ont donc, si j'en déduis bien, payé? Est-ce qu'on va les rembourser? Alors, sauf erreur de ma part, les agents qui ont réservé la salle, ce sont à des dates ultérieures à aujourd'hui. Oui, je voilà, confirme, nous sommes bien d'accord. J'ai des réservations de salles qui ont été faites, mais c'est à gratuité. Alors, je ne sais pas exactement le format, remboursement, est-ce qu'on a gardé le chèque sous le coude, enfin bon. Mais toujours est-il que donc ils ne paieront pas la prestation. Voilà. Non, mais ceux qui ont déjà utilisé depuis 2 ans la salle et qui ont payé. Personne n'a loué la salle. Enfin, j'ai envie de dire malheureusement, on connaît tous les raisons. Voilà. Ok, très bien, merci.
Donc, concernant cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons passer à la partie budgétaire, au sens large du terme, et avec la première délibération concernant le vote des taux des taxes locales 2022. Je crois qu'on a des slides de préparer là-dessus, si je ne dis pas de bêtises. Un petit PowerPoint qui, avec un peu de chance, m'épargnera de lire les 42 lignes. Voilà. Donc un petit rappel contextuel avec la réforme qui a amené la suppression de la taxe d'habitation qui devrait s'achever cette année. Donc le transfert de la taxe foncière battue des départements, taux d'addition, taux communal 2020, donc 22,6%, plus le taux du département, 11,58%, donc ce qui faisait 34,18%. Petit rappel contextuel sur 2022, les bases fiscales ont été réévaluées au niveau national à 3,4% et est appliqué un coefficient correcteur de minoration de 0,95. Je vous épargne les 4 derniers chiffres. Donc, concernant le vote des taux, donc ce taux ne porte plus, compte tenu de ces réformes qui restreignent largement d'ailleurs l'autonomie de toutes les collectivités territoriales. Donc le vote des taux se fait uniquement sur la taxe foncière. Donc nous vous proposons de maintenir les taux de taxe équivalents à ceux de 2021, c'est-à-dire une taxe foncière sur le bâti de 34,18% et sur le non bâti de 84,18%. Y a-t-il des questions ? Donc, considérant le besoin de financement du budget général et les orientations actées lors du débat d'orientation budgétaire, considérant que depuis 2021, la commune ne perçoit plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, dont la suppression progressive s'achèvera en 2023 pour tous les contribuables, considérant que cette perte de ressources est désormais compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage, donc il est proposé au conseil municipal de fixer les taux des taxes locales à 34,18 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 84,18% sur les propriétés non bâties. Donc nous allons passer au vote. Oui, Monsieur Gallet. Excusez-moi, j'avais une question. Je pensais qu'on vous demandait si on avait, c'était sur les 2 premiers slides et qu'il y en avait d'autres derrière. Donc, je vais vous laisser finir votre propos. Désolé. Alors, là, c'est uniquement sur le vote des taux. Donc, on est bien d'accord. C'est bien sur cette partie-là. Alors, vous pouvez... en fait, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Parce que là, du coup, vous avez indiqué que le coefficient correcteur de 0,95, dont je vous passe les autres centièmes, était appliqué. Moi, je persiste à dire que ce coefficient correcteur n'est pas appliqué. Madame Legrand l'avait confirmé lors du conseil du vote de l'année dernière. Voilà. Bon. Donc, pour ma part, je persiste à croire et à dire que le coefficient correcteur n'est pas appliqué pour les issois. Nous prenons acte de votre remarque. Pour ma part, je ne vais pas m'engager dans un grand débat technocratique sur ce point. Sachez aussi que, comme vous le voyez, le contexte est difficile. J'ai envie parce que bon, on peut toujours parler sur les détails, effectivement, mais comme vous le voyez, le contexte est aussi très difficile pour les collectivités territoriales. Je vous rappelle quand même que nous sommes dans un contexte d'inflation qui, selon l'INSEE, je crois, va varier de 3,7 à 4,4%. L'inflation s'applique aux habitants, mais elle va s'appliquer aussi en grande partie aux collectivités territoriales, tout simplement. Et par ailleurs, ce dont je me réjouis pour les fonctionnaires, mais qui va aussi avoir son petit effet forcément sur le budget, nous avons un candidat, alors j'espère que je ne sors pas de ma réserve, mais dont il n'est pas impossible qu'il soit élu à la présidence de la République, qui a promis de dégeler le point d'indice, probablement à hauteur de 2 points d'après les rumeurs qui circulent. Et tout cela impactera aussi le budget communal si ce candidat était élu. Voilà. Alors, merci pour votre réponse. Par contre, je pense que ce n'est pas un débat technocratique, mais bien plutôt un débat mathématique, puisqu'on demande à appliquer un coefficient. Oui,
Mais moi, j'en fais un débat politique sur l'importance du rôle des collectivités territoriales auprès de leurs habitants. Voilà. Alors, technocratique, mathématique, moi, je préfère faire de la politique au sens premier du terme, c'est-à-dire l'action publique. Alors, concernant cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Madame Boukabou, vous avez repéré le nom? C'est bon. Donc, 6 voix contre, qui vote, et donc qui vote pour le reste. Alors, reprise anticipée des résultats 2021 au budget prévisionnel 2022. Là aussi, nous avons quelques slides. Je vais laisser la parole à Madame Legrand. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, je vais bien parler dans le micro. Donc, les résultats de l'exercice antérieur, conformément à l'article L. 2311-5 du CGCT, sont affectés par le Conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Néanmoins, le CGCT prévoit la possibilité de procéder à la reprise anticipée des résultats sur la base du compte de gestion, provisoire ou définitif, ainsi que de l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2021. Les comptes de l'exercice 2021 du compte de gestion établi par le comptable public font apparaître les résultats suivants. En fonctionnement, les recettes moins les dépenses donnent un résultat 2021 de 171 365,89 €, auquel on ajoute le résultat antérieur reporté, ce qui donne un résultat de clôture en fonctionnement de 589 146,19 €. En investissement, donc les recettes moins les dépenses, donnent un résultat 2021 légèrement déficitaire de moins 46 960,25 €, auquel on additionne le résultat antérieur reporté, ce qui donne un résultat de clôture de 311 010,90 €. On soustrait à ce résultat de clôture le solde des restes à réaliser 2021, qui est de moins 78 048,89 €, ce qui donne un excédent financement de 232 962,01 €. Cet excédent de financement donc, ne nécessite pas d'affecter l'excédent de fonctionnement vers la section d'investissement. Donc, le conseil municipal peut affecter en recettes d'investissement sur le compte 001 la somme de 311 010,90 € et en recettes de fonctionnement sur le compte 002 589 146,19 €. Je redonne la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Legrand. Donc, le compte administratif, je vérifie la date à l'instant, fera l'objet d'un vote lors du conseil municipal du 16 mai. Si vous voulez noter tout de suite. Enfin, je crois que vous avez déjà les dates, mais je le redis au passage. Y a-t-il sinon des questions ou remarques par rapport à cette délibération? Donc, pas de questions. Donc, considérant l'article 23.5 du Code général des collectivités territoriales, les résultats sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Considérant toutefois qu'il est possible de procéder à la reprise anticipée des résultats sur la base du compte de gestion, soit provisoire, soit définitif, ainsi que de l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2021, il est proposé au conseil municipal de reprendre, avec les chiffres que l'on vient de vous donner, par anticipation, les résultats de 2021 au budget primitif 2022. Donc, qui s'abstient? Alors, nous avons 6 abstentions. Qui vote contre? Donc, délibération adoptée à 20 voix et... Oui, c'est ça, 20 voix et 6 abstentions, excusez-moi. Je vais laisser la parole à notre adjoint aux finances, Monsieur Florian Coutinho, qui va vous présenter le budget primitif 2022 et je conclurai. Monsieur Coutinho. Bonsoir. Tu m'entends bien, Sylvain? Donc je vais vous présenter le vote du budget 2022. Donc je rappelle que le vote s'effectue à l'équilibre
pour la partie investissement et la partie fonctionnement. Donc nous avons 1 061 799,85 centimes côté investissement, donc en dépenses et en recettes. Et côté fonctionnement, nous avons 4 306 158,74 euros, donc en dépenses et en recettes. Donc le vote du budget a lieu par chapitre, donc je vais détailler les chapitres un par un. Donc au chapitre 11, qui sont les charges à caractère général, pour 979 000 euros, nous sommes en hausse de 13,35% par rapport au budget prévisionnel 2021. La raison principale, c'est l'affectation d'un montant supérieur en dépenses pour l'entretien de nos bâtiments qui en ont vraiment besoin. Au chapitre 12, les charges de personnel et assimilées, donc 2 428 000 euros, donc c'est stable par rapport au budget 2021. Chapitre 65, les autres charges de gestion courante, soit une hausse de 3,65% par rapport au budget 2021. Donc principalement c'est lié à la formation des élus. Nous avons inscrit un montant un peu supérieur au budget prévisionnel 2021 pour cette année pour la formation des élus, et nous avons également une augmentation des frais de scolarité que nous payons aux autres communes, pour les Issoussois qui sont dans les autres communes. Au chapitre 66, les charges financières pour 10 000 euros, nous avons une baisse de 16,01% qui est liée à l'extinction d'un emprunt. Chapitre 14, atténuation des produits, 84 000 euros, une hausse de 4,15% par rapport au budget 2021 qui est liée à la pénalité SRU. Chapitre 42, opération d'ordre et transfert entre sections. Donc dotation aux amortissements de 421 000 euros, soit une hausse de 1,21% par rapport au budget 2021. Je pense qu'il y a une erreur sur le slide qu'on corrigera. Donc toujours budget de fonctionnement dans les dépenses. Donc le chapitre 22, les dépenses imprévues pour 21 000 euros. Et au chapitre 23, nous avons le virement pour la section d'investissement pour un montant de 141 000 euros. Côté recettes, pour le budget de fonctionnement, donc chapitre 02, le résultat de fonctionnement reporté, donc comme vous a présenté Madame Legrand juste avant, pour un montant de 589 000 euros. C'est conforme à ce qu'on a vu précédemment. Au chapitre 13, nous avons atténuation de charges d'un montant estimé de 27 000 euros, qui correspond au remboursement des personnels absents par notre assurance. Au chapitre 70, produits des services, pour 257 000 euros, une hausse de 1,27% par rapport au compte administratif 2021. Les niveaux de service sont identiques avant la crise du Covid-19. Au chapitre 73, les impôts et taxes, 2 589 000 euros. Recettes en nette baisse, comme nous vous l'avons expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, pour moins 4,27%. Au chapitre 74, participation et dotation pour 637 000 euros, en légère hausse par rapport à 2021. Et chapitre 75, autres produits de gestion courante pour 41 000 euros, nous sommes en baisse de 8,82% par rapport à 2021. Au chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 164 000 euros liés à la neutralisation des attributions de compensation et aux amortissements de subventions d'investissement, donc en baisse de 3,53% par rapport à l'année dernière. Donc côté budget investissement, donc nous allons d'abord voir la partie dépenses, et nous allons voter donc par opération d'équipement. Donc il y a un état des lieux patrimonial et financier et surtout rénovation des structures les plus énergivores. Nous avons un total des dépenses d'investissement pour 1 062 000 euros, dont 156 000 euros de remboursement de la dette, 166 000 euros d'opérations d'ordre et de dépenses imprévues. Bon, il y a 1 500 euros de dépenses imprévues. 82 000 euros de reste à réaliser et 658 000 euros donc de nouvelles propositions d'investissement, de dépenses d'investissement. Donc le budget total des opérations d'équipement est de 658 069,90 euros. Donc il se répartit comme suit.
dans les grandes masses. Donc pour l'équipement sportif, 360 000 € correspondant donc à l'arrosage automatique du stade de foot, à la réfection de la toiture et au remplacement de la chaudière de la salle Maurice Ravel et de divers autres équipements. Côté foncier, donc 150 000 € correspondant au prix d'acquisition d'une parcelle, donc comme nous vous l'avons expliqué précédemment, qui est 55 rue Nationale, si je me rappelle bien. Côté scolaire, nous avons 42 000 € comprenant notamment des VPI, des équipements de mise en sécurité et des réparations de toiture. Côté services techniques, 37 000 € correspondant au remplacement de certains véhicules et à l'achat de matériel. Aménagement et services urbains pour 26 000 € concernant le remplacement des barrières de sécurité devant l'école Montalet et des abris vélos. Nous avons inscrit également 10 000 € pour un diagnostic architectural pour l'église en vue d'avoir une étude pour la rénovation, une éventuelle rénovation. Côté espace vert, il y a 10 000 € correspondant à la réfection d'une partie du mur dans le parc et du mur du parc, pardon, et des plantations d'arbres. Côté mairie, pour 8 000 €, ça concerne essentiellement des équipements informatiques et des travaux de peinture. La culture, pour 4 000 € pour des travaux de peinture et de l'achat de mobilier également. Pour l'enfance jeunesse, nous avons 3 000 € correspondant à des remplacements de volets roulants au CLSH, principalement au centre. Pour la cantine, 2 000 € afin de remplacer certains matériels de restauration. Au château, nous avons également 2 000 € qui correspondent au remplacement des bâches défectueuses. Alors, j'ai en tête au moins une bâche sur une fenêtre. Côté recettes, pardon, pour le budget d'investissement, donc il y a évidemment, comme on l'a dit au DOB et comme on l'a déjà dit l'année dernière, il y a une recherche systématique de subventions. Donc nous avons côté recettes un montant d'1 062 000 € à l'équilibre des dépenses. Donc nous avons le solde de résultat de l'année antérieure pour 311 000 €. Nous avons l'opération d'or et des opérations d'ordre pour 422 000 €, le virement de la section provenant du fonctionnement de 141 000 €. Nous avons également le rachat de la parcelle par les PFIF pour 150 000 €, qui fait une opération blanche, comme l'expliquait Monsieur Giraud. Nous sommes obligés d'inscrire et la dépense et la recette. Nous avons des subventions pour 14 000 € et le FCTVA pour 20 000 €. Donc dans le détail, chapitre 01, donc c'est ce que Madame Legrand vous a présenté précédemment, c'est la reprise des résultats de l'année dernière, dès 2021. L'opération d'ordre de transfert pour les sections pour 422 000 €. Le chapitre 21, le virement de la section de fonctionnement pour 142 000 €. 141 ? Les restes à réaliser s'élèvent à 4 059 000... Non. 4 000, pardon, excusez-moi. 59 000 € correspondant à une subvention de la DETR que nous attendons. Et les subventions inscrites au BP se répartissent comme suit. Donc nous avons 6 765 000 € de la région pour la zone fitness dans le parc et 6 860 € de la région pour l'opération des arceaux à vélo. Et une somme de 150 000 € est également inscrite correspondant au rachat de la parcelle préemptée par les PFIF. Au chapitre 10, dotation et fonds divers, donc c'est 20 000 € et qui correspondent au FCTVA, donc c'est en très nette baisse, puisque le FCTVA sont les reversements de TVA 2 années après. Donc là, pour l'année 2020, entre le début de la crise Covid, le changement d'équipe municipale, voilà, il y a eu très peu d'investissements, donc le montant est en très nette baisse. Et donc en conclusion, je vais laisser la parole à Monsieur Giraud. Donc, oui, moi je vais faire les conclusions et après on verra si on posera s'il y a des questions. Donc, comme nous l'avions dit lors du débat d'orientation budgétaire, ce budget prévisionnel 2022 s'inscrit dans un contexte d'inflation, de crise internationale, mais aussi d'incertitude quant au degré d'autonomie de plus en plus réduit dont disposeront les collectivités territoriales au cours du prochain quinquennat. Certaines annonces, j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis, sont en effet plutôt inquiétantes à cet égard. La commune doit progressivement retrouver des capacités d'autofinancement par une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
interroger l'efficience de son organisation interne à l'aune des services attendus. Nonobstant les services élémentaires, nous ne devons avoir aucun tabou. Nous demander pour certains services si, dans leur forme actuelle, ils relèvent bien du cœur de métier d'une commune désormais comptabilisée à 3 900 habitants. Nous demander aussi, dans le même sens ou dans l'autre sens, si d'autres services inexistants à ce jour ne constituent pas une attente légitime à satisfaire dans les prochaines années. En matière d'investissement, nos futurs investissements pluriannuels ne pourront être financés qu'en faible partie sur la base de l'emprunt. La recherche de dispositifs de cofinancement est définitivement incontournable, particulièrement auprès de nos partenaires institutionnels. La normalisation des relations effectuées avec ces derniers, en assumant les accords et les désaccords, mais en sortant d'une irrationnelle et malsaine relation d'affect, ouvrira de nouvelles portes trop souvent fermées ces 20 dernières années. Il est désormais de notre responsabilité collective de nous retrouver, élus et habitants, pour entrevoir ensemble les moins mauvaises solutions pour faire face à de nombreux défis. Ces défis, je vous les rappelle, endiguer la baisse rapide de la population, 100 habitants à peu près par an, apporter une réponse locale aux enjeux environnementaux, assurer la pérennité de nos équipements et malheureusement pour nombre d'entre eux, prévoir et préparer leur remplacement, espérons-le à moyen terme, plus qu'à court terme, on va espérer qu'ils tiennent, respecter les objectifs assignés par la loi SRU et maîtriser les projets fonciers privés sur la commune, c'était l'objet de la délibération sur l'EPFIF tout à l'heure, et évidemment favoriser le retour de services et de commerces de proximité. L'état des lieux patrimonial, l'étude prospective des capacités financières à mener constituent d'autres outils pour dégager un fonds de roulement à même de satisfaire les besoins du quotidien et de dégager des marges pour assurer les grands objectifs nécessaires, les grands défis au développement maîtrisé de notre commune. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, je vais m'adresser à Monsieur Cottineau, du coup, puisque par rapport au budget, j'ai bien compris que dans le rapport d'orientation budgétaire, vous aviez mentionné qu'il fallait faire attention au chapitre 12, n'est-ce pas, si c'est textuellement. Par contre, il augmente. Alors, sauf erreur de ma part, il y a des postes en moins. Donc, comment vous expliquez le fait qu'on ait plus de charges de personnel? Alors, déjà, il me semble avoir dit que c'était stable. Alors, effectivement, il doit forcément augmenter. Un tout petit peu, je pense, sous le contrôle de Madame Legrand, que nous avons un calcul qui est fait de manière assez précise. Il y a certaines évolutions des agents qui doivent être prévues, qui seront réalisées avec des augmentations qui sont prises en compte. Il n'y a pas de poste en plus, en tout cas, que je sache, à part tous ceux que nous vous avons présentés lorsque nous avons créé les postes lors des derniers recrutements. D'accord, parce que quand on prend les effectifs sur le BP 2021 qui était, j'arrondis, à 63, on était effectivement sur un budget sur le chapitre 12 de 2 416 000. Par contre, là, on est à 60 en effectifs et on passe à 2 428 000. Je peux concevoir qu'il y ait des augmentations régulières, mais là, je trouve que c'est pas logique. Écoutez, si jamais nous nous sommes trompés, ça permettra de dégager des marges en plus pour la commune. Oui, non, mais c'est parfait. Voilà, de toute façon, ça reste un budget, j'en suis consciente, et je trouve déjà, même si je vous l'ai dit l'an dernier, je trouve pas correct, en fait, de voter le BP, même si la loi vous l'autorise, le BP avant le CA de l'année qui vient de passer, qui est beaucoup plus significatif par rapport à la gestion de la commune. Alors, mais c'est mon avis personnel. C'est un vaste débat qui existe dans plusieurs institutions. Bon, moi, je ne suis pas persuadé de sa pertinence, ni dans un sens, ni dans l'autre, pour être honnête. Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est un document. Alors, on nous demande d'être sincère. Comme je disais, dans mon ancienne profession, puisque M. Tourne aime à me la rappeler, la première, dans un contexte comme celui-là, la première des sincérités, c'est surtout de savoir que c'est l'imprévu. C'est de savoir qu'on ne peut pas tout prévoir. Et oui, que donc, voilà. C'est bien pour ça, quand on a le CA passé, c'est plus simple. Face à tant d'inconnus, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux. Mais nous n'avons pas. Si telle est votre inquiétude, nous n'avons pas l'intention, évidemment, je vais dire ça comme ça, de dévorer cette enveloppe dans son entier. Loin de là. On verra. Après, si l'indice du point est augmenté de 10%,
évidemment, le débat sera autre. C'est ça. Merci. Pour le chapitre 11, effectivement, vous mentionnez dans le rapport d'orientation budgétaire qu'il y a la dépense des entretiens, et ça, on ne va pas revenir sur le débat, n'est-ce pas? Cependant, je m'interroge quand même sur la liste, sur le compte 6232, fêtes et cérémonies, qui prend 30 000 € par rapport au BP 2021. Donc, je voulais juste une explication. Pourquoi avoir prévu autant au niveau de fêtes et cérémonies? Alors, ça, c'est assez simple. Sans spoiler ce que Monsieur Jurassic nous organise pour la fête de village, nous avons prévu un événement qui va être plus conséquent que ce qu'on avait connu auparavant. Et nous avons également ajouté au budget la possibilité, et je dis bien la possibilité, de louer nos décorations de Noël afin de renouveler un peu notre parc qui malheureusement est très vieillissant et à l'investissement ça coûte énormément cher. Donc nous avons inscrit un certain montant que je n'ai plus en tête malheureusement mais qui n'est pas non plus mirobolant afin de pouvoir nous permettre d'illuminer la commune au moment de Noël si le choix se confirme. Ok, pour Noël, il n'y a pas de souci. Après, pour l'organisation d'événements, effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de comité des fêtes va forcément nous revenir plus cher que ce qu'il était avant, on est d'accord? Alors compte tenu de la subvention qui a été reversée au comité des fêtes, je suis en désaccord. Non, pas moi, parce que le comité des fêtes s'arrangeait quand même pour avoir pas mal de choses, pas forcément à coût élevé. Alors, bon, c'est un débat qu'on ne va pas recommencer. C'est un débat qui est intéressant parce que, comme vous le savez, malheureusement, des organismes, alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais des organismes tels que les comités des fêtes sont de plus en plus mal perçus aussi par notamment les cours des comptes, etc., car elles sont souvent soupçonnées d'être, on va dire, le sauf-conduit qui permet à la mairie de ne pas passer des procédures de marché public, d'appel d'offres, etc. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui avons dissous ce comité des fêtes, il s'est dissous lui-même. Et en refaire un pose effectivement aujourd'hui la question par rapport à cela. De ne pas être, je suis en train de chercher le terme juridique et technique, mais de ne pas être, on va dire, le sauf-conduit, on va réutiliser cette expression, de la mairie. Il y a de plus en plus de jurisprudence à ce titre, et notamment dans des communes ayant une certaine taille comme la nôtre. J'en doute pas, mais jusqu'à maintenant, sauf erreur de ma part, le comité des fêtes a fait des choses très bien. Et je pense que beaucoup de gens autour de la table ne diraient pas le contraire. Ok, il n'y a plus personne pour le reprendre, ça j'en suis consciente. Mais du coup, ça va vraiment nous coûter plus cher en termes de budget. Mon appréciation n'est pas morale. Je vous donne juste une appréciation juridique. Et s'il faut le redire ici devant tout le monde, oui, le comité des fêtes a fait des choses extraordinaires. Il n'est absolument pas question. Il y a des gens qui sont dans la salle et j'ai eu l'occasion de le leur dire. Donc, comme en général, je ne change pas d'avis sur ce genre de choses, ni sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Oui, le comité des fêtes a fait des choses extraordinaires et on peut en remercier ici publiquement, au nom de l'ensemble du conseil municipal, tous ceux qui y ont bénévolement exercé. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui ai pris la décision, qu'on soit bien d'accord, de dissoudre ce comité des fêtes. Je n'ai pas dit ça non plus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la majorité. Voilà. Ce n'est pas ce que j'ai dit au départ. Nous sommes bien d'accord. D'autre part, et là je vais effectivement me tourner vers Monsieur Cottineau aussi, parce que bon, j'avais peut-être pas mes lunettes, mais j'ai pas remarqué la ligne qui était augmentée par rapport aux 6% d'augmentation votée par GPSO en termes de taxes foncières, puisqu'on a des bâtiments fonciers. Donc j'imagine qu'ils sont touchés pareil. Alors oui, je vous confirme, effectivement, ils sont touchés pareil. La seule ligne que j'ai vue a augmenté de 50 €, donc j'imagine que c'est pas celle-là. Alors peut-être je l'ai loupé, mais donc j'aimerais bien que vous me disiez où ça se situe. Alors je pense, en toute sincérité, que je vais le dire très clairement, je pense qu'il s'agit d'un oubli de réajuster suite au vote des 6%. On est d'accord. Je pense, vous vérifierez, vous me répondrez par mail si vous voulez plus tard, mais j'aimerais bien savoir effectivement où est passée l'augmentation des 6% par rapport à nos dépenses. Non, mais je n'ai pas vérifié ce point personnellement, je vous le confirme, mais si vous me dites qu'il n'y a que 50 € qui augmente, effectivement, il doit y avoir... J'ai pu me tromper de ligne, je vous dis ça comme ça.
Je me permets juste une petite remarque, peut-être que c'est technocratique, mais justement l'augmentation sur les taxes foncières fait 0,6% et non pas 6%. Peut-être qu'effectivement un coefficient mathématique vous aurait aidé à avoir l'erreur. Vous me rappelez le débat Strauss-Kahn-Sarkozy en 2001 où à la fin les deux avaient dit devant les journalistes que tout le monde avait tort en fait. Mais je persiste à croire que j'ai raison. Je suis pas sûr, pour répondre sur la question, je suis pas sûr que... Alors, on en reparlera tout à l'heure de la question plus largement, puisque j'ai bien vu que vos questions allaient porter dessus, mais je suis pas sûr qu'au niveau de la commune, ça change quand même fondamentalement l'équilibre du budget, qui, je rappelle, est voté par chapitre. Mais, ça ne changerait peut-être pas, mais sachant que déjà une maison prend en gros 280 €, j'imagine que ça doit bouger un peu. Effectivement, ça va pas remettre en cause le budget, et ça j'en suis tout à fait consciente, mais ça permettrait de voir que ça a été pris en compte surtout, c'est tout. Sachant que vous l'avez voté, donc vous devez vous en rappeler. Moi, je vais quand même préciser que je n'ai rien voté. C'était pas pour vous, justement, je sais, mais justement, c'est là tout l'objet de ma délégation, c'est que je regarde, même si M. Giraud a l'œil sur tout, je regarde en priorité. Et là, clairement, moi, je n'ai rien voté. Donc oui, je pense qu'il y a un oubli. Je vais le vérifier. C'est pas ça qui va changer l'équilibre. On est bien clair. Je précise également que sur toutes les remarques que vous nous avez faites, qui concernent l'augmentation des charges de personnel comme des charges à caractère général, il y aura une maîtrise, suite à ce qu'on a expliqué au DOB, on aura une maîtrise quasiment quotidienne de nos dépenses pour éviter de toute façon et de tout consommer et pour consommer avec intelligence et priorité. Pas de souci, merci. On verra après sur le CA. J'aurai peut-être d'autres questions. Je vous remercie, on attend. D'autres questions? Technocratiques, mathématiques, je ne sais pas. Non, psychotique, ni technocratique, ni mathématique. J'ai juste une question sur les effectifs. En fait, deux questions, pardon. Sur les effectifs, l'année dernière, donc sur le BP 2021, apparaissait le poste de directeur général des services en filière administrative. Cette année, il apparaît en emploi non cité. Donc, je voulais savoir pourquoi il y avait eu cette différence. Et deuxième question, l'année dernière, le poste de collaborateur de cabinet était présent. Cette année, il a disparu. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Nous sommes aujourd'hui en réflexion globale sur l'organisation de la mairie. Voilà, tout simplement. Donc, on est en train de réfléchir globalement à toute l'organisation, notamment sur ces postes. Voilà, donc je vous dirai bien les conclusions de cette réflexion, mais nous n'en sommes encore qu'à la phase, justement, de réflexion. Peut-être, mais cette réflexion vous a quand même amené à changer le BP cette année par rapport à l'année dernière, donc j'imagine que la réflexion a quand même un tout petit peu abouti et que vous aviez peut-être un peu plus de réponses à nous apporter que juste on réfléchit. De toute façon, je vous rappelle que le tableau des postes va vous être présenté une fois que justement cette réflexion aura abouti. Bon, peut-être en termes de régularisation là aussi, histoire de ne pas attendre non plus 3 mois avant de recruter des gens. Mais voilà, donc s'il y a des changements, vous serez tenus au courant. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, et accessoirement, le comité technique paritaire sera tenu au courant. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2022, également consultable en mairie, qui s'équilibre par section d'investissement et de fonctionnement. Donc, en dépenses et recettes pour l'investissement à 1 061 000 €, on va dire 800 €, et en fonctionnement à 4 306 158 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 28 mars 2022 relative à la reprise anticipée des résultats 2021 et la délibération relative au vote des taux d'imposition pour l'année 2022, que nous venons de voter, considérant que les inscriptions budgétaires prévisionnelles 2022 sont réelles et sincères, l'équilibre par section du budget primitif 2022 s'établit comme suit. Donc on reprend les mêmes chiffres, voilà, 1 061 000 € et 4 306 000 € en fonctionnement. Donc il vous est proposé d'adopter ce budget primitif 2022 qui s'équilibre, on ne va pas vous redire les chiffres. Donc voilà, concernant cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, voilà.
Voilà, on va vous faire passer les pages de signature. Vous savez que sur ces documents-là, il faut recueillir la signature de tout le monde, donc on va essayer un peu d'anticiper les choses. Alors, concernant les questions diverses, il y a eu différentes questions qui sont parvenues. Alors, je suis désolé, avant que vous posiez vos questions, je vais vous poser moi-même une question et vous faire une demande. Est-ce que vous maintenez la question 1 qui, grosso modo, équivaut à la délibération numéro 3 sur la revente à l'EFIF de la parcelle cadastrée? Oui, voilà. Donc, je voulais avoir votre accord. Après, voilà. Autre remarque, je soupçonne, enfin en tout cas pour moi les questions 5, 7, 8 ont une certaine cohérence entre elles, même si sur la 8 apparemment il y a une surprise. Donc ce que je vous propose, ça sera de poser les questions 5, 7 et 8 en même temps, puisque pour moi la réponse forme un tout. Si vous en êtes, si vous en êtes d'accord, je répondrai quand même aux 3, mais voilà. Bon, moi, pour ma part, je préférerais qu'elle soit posée de manière individuelle, si ça vous dérange pas. Bah, vous pourrez les poser individuellement, mais je vous ferai une réponse je ferai quand même une réponse intergroupée. Voilà. Pour moi, ce sont des choses qui sont liées. Alors, la question numéro... On va commencer du coup par la question numéro 2, s'il vous plaît. Je vous laisse la lire. Oui. Question numéro 1, puisque M. Perrault souhaite que vous répondiez à la question numéro 1. Ah, M. Perrault souhaite tout de même qu'on réponde à la question numéro 1. Alors, sans micro, vous l'avez peut-être pas entendu, mais c'est ce qu'il a demandé. Ah, je pensais que c'était l'inverse, excusez-moi. Donc, est-ce que quelqu'un peut-il lui passer un micro ? Oui, comme toute préemption doit être faite dans un but bien précis, on maintient la question, puisque si vous avez préempté, c'est pour une bonne raison. Donc, on maintient la question. Bah, je maintiens ma réponse. C'est pour faire de la veille foncière et éviter toute spéculation, avoir une maîtrise du projet sur tout un ensemble de parcelles qui aujourd'hui est, pour reprendre le petit néologisme que j'ai utilisé tout à l'heure, prédaté par les promoteurs immobiliers. Spéculateurs aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, sur ce, la question numéro 2. Oui. Donc, vous avez participé le 12 mars dernier, à titre personnel, mais en tant que maire d'Issou, à une opération de nettoyage sur la commune de Gargenville. Quand allez-vous organiser une telle intervention dans la vallée aux Cailloux, qui est souillée par des délinquants? Alors, qu'est-ce que vous appelez... ceux qui souillent, c'est forcément des délinquants, mais rassurez-moi, vous visez aucune population en particulier Excusez-moi, j'ai pas entendu votre remarque. Je crois que c'est la même population dont parlait le doyen lors de l'élection de la nouvelle présidente de GPSO en tout début de séance. Et il me semble pas que ça a choqué grand monde dans le public élu et auquel vous participiez. Mais on doit parler de la même chose, oui. Me semble-t-il. Ça a choqué un des membres de mon groupe et du coup, j'ai pas cru bon de surrajouter parce qu'il avait dit exactement ce que je pensais. Monsieur Louis Armand Viré, je le cite ici et je le salue d'ailleurs sur cette tribune. Donc, concernant votre question, donc effectivement, nous avons fait une opération, effectivement 6 sur le territoire de Gargenville, mais empruntée par de nombreux Issoussois, est-il besoin de le rappeler. Je remercie d'ailleurs tous les volontaires, il y en a quelques-uns dans la salle. Je remercie aussi l'association Pour un Mantois plus propre qui a participé à cette opération, évidemment la commune de Gargenville. Alors si Monsieur Grandière, vous m'y autorisez aussi, Monsieur Grandière qui est venu nous saluer en début de matinée, puis Monsieur Perrault aussi, d'ailleurs je crois que vous êtes venu nous saluer, je le précise aussi au passage. Je pense que nous serons d'accord, Je pense que nous serons d'accord. Le véritable sujet n'est peut-être pas de s'arrêter exactement à des détails de mètres carrés sur une frontière ou telle autre, mais bien la préservation de la planète qui brûle, comme disait un ancien président de la République. Pour la deuxième partie de votre question, je vous rassure, il y aura bien d'autres actions de ce type. Donc, vous avez cité effectivement une parcelle qui a été souillée effectivement par une implantation à un moment donné, qui est aussi souillée par certaines personnes qui ont profité et voire même encore plus que ceux qui étaient implantés pour faire accuser les autres et qui en ont profité pour balancer toute leur
tous leurs déchets, je vais rester correct. Donc, il y aura bien d'autres actions de ce type, parfois juste sur le territoire d'Issou, parfois je pense que cette initiative fera des petits, qu'on essaiera de temps en temps de les faire sur des domaines frontaliers, alors qui des fois sont peut-être un peu plus sur Issou, un peu plus sur la commune voisine, mais je le redis, quand la planète brûle, il n'y a plus de frontières. Oui, simplement, vous avez indiqué qu'il y avait des bénévoles ici dans la salle. Je voudrais bien les connaître parce que vous étiez seul élu. Vous étiez tout seul. Et les Issoussois, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu 2 que j'ai identifiés, mais pas des élus. Donc apparemment, ils ne se sentent pas concernés non plus par cette opération. Ici, j'ai vu un élu masqué, mais c'est celui qui est de Porcheville, dont on parlait tout à l'heure. Mais on l'a reconnu, hein, malgré le masque. Voilà. Merci de votre intervention et De rien. je souhaite vous voir à toutes les manifestations de la ville aussi actifs. C'est cadeau. Alors, ensuite, la question numéro 3. Oui. Et c'est Monsieur Miché qui répondra. Oui. Quel est le montant des travaux provisoires engagés à ce jour pour l'installation d'un conteneur privé sur un espace vert public? Quand allez-vous supprimer les poteaux et l'alimentation électrique aérienne? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette question qui nous permet de faire un point sur l'activité du conteneur privé nommé Boxy. Boxy a connu le meilleur démarrage depuis son lancement sur notre commune avec pas moins de... Excusez-moi, je recommence. Boxy a connu le meilleur démarrage depuis son lancement sur notre commune avec pas moins de 500 utilisateurs, soit environ un quart de notre population. Nous tenions aussi à remercier Monsieur Atlan, qui est notre interlocuteur pour Boxy, de s'être rapproché du président du club de foot d'Issou pour entamer un partenariat. Pour en revenir aux questions, l'installation de Boxy a coûté 3 432 € hors taxe à ce jour, soit, si on remet ça au ratio d'utilisateurs, soit à peu près un montant inférieur à 7 €. Pour le raccordement électrique, nous n'avons pas prévu pour l'instant de le modifier. Nous attendons de voir éventuellement l'évolution de la Boxy dans le temps pour envisager la pose d'un raccordement définitif. Sauf qu'au plan local d'urbanisme intercommunal, il est bien prévu un enfouissement des réseaux électriques. Donc on va vérifier, puisque dans le dossier, ça a été un peu léger comme dossier, c'était pas précisé. Mais le PLUI existe. Donc il faut le respecter. Alors, si je peux me permettre, Monsieur Perrault, ce branchement aérien a été fait parce que Enedis n'était pas capable de répondre à notre sollicitation. Donc il a fallu trouver une solution. Et voilà, et on en a trouvé une. Ouais, donc si n'importe quel privé sur Issou fait un branchement comme ça, vous allez aussi l'accepter, parce que Enedis est incapable. Qu'Enedis soit incapable, c'est pas une première, on le sait. Mais c'est pas une raison pour ne pas respecter le PLUI. Comme vous voulez, hein, ça vous fait plaisir de le dire. Moi, c'est pas que ça me fait plaisir, non, c'est que je sais qu'il y a des gens qui sont attachés ici à la communauté urbaine, plus que nous, et donc il faut quand même qu'ils respectent ce qui a été voté par la communauté urbaine. C'est la moindre des choses. Ça reste du provisoire, c'est pour ça que ça s'appelle une station provisoire. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que cette opération fonctionne plutôt bien, puisque... Alors, pour tout vous dire, Monsieur Miché, j'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais Monsieur Atlan m'a appelé, en fait, c'est 516, pour être précis, hein, puisque j'ai eu, voilà, vers 19h30, le chiffre précis. Je pense que c'est une opération, voilà, on a de nombreux utilisateurs, essentiellement sur Issou. C'est une... voilà, ça comble un manque, pas tous les manques, qu'on soit bien d'accord, mais ça comble un manque qui était vraiment important. Et moi, je suis plutôt très content que nous ayons mis ça en place. Quand vous dites essentiellement sur Issou, ça veut dire que vous avez des caméras de surveillance qui vous indiquent l'origine des consommateurs, des clients? Non, vous sortez ça comme ça, ou c'est pour vous faire plaisir, ou nous faire plaisir? Non, j'aurais mis une puce sur le genou, bien évidemment. Une puce électronique. Non, j'aurais mis une puce électronique sous le genou, bien évidemment. Ah oui. Alors, ensuite, donc la question numéro 4. Oui, le 13 décembre dernier, nous vous avons demandé de rétablir la continuité du ramassage des déchets verts à l'été prochain, comme nous vous l'avions déjà demandé en 2021 et comme GPSO nous l'avait accordé. Où en êtes-vous à ce jour de votre démarche auprès de vos amis dirigeants de la communauté urbaine? Mes amis. J'ai pas d'amis, moi. J'en ai 3, mais ils sont pas à la communauté urbaine, je vous rassure. Alors, donc concernant effectivement les personnes d'autres partenaires institutionnels, car oui, il faut travailler avec ces partenaires institutionnels, sinon on va dans le mur.
Donc, ce sujet est en cours au sein de la communauté urbaine GPSO. Voilà, l'arbitrage n'a pas été rendu. Il y a des études sur le coup par rapport aux attentes réelles des habitants en la matière aussi. Moi, je rajouterais, parce que vous êtes élu, je comprends les soucis des habitants qui se posent cette question sur une période estivale, allant grosso modo de la mi-juillet au 20 août, de mémoire. Mais vous êtes élu et je pense que vous savez aussi, enfin, sinon je vous invite à le faire, à regarder un petit peu sur les moteurs de recherche, que le fait aujourd'hui, le jardinage en plein été, etc., voilà, c'est quelque chose qui fait débat. Donc moi, que les habitants le demandent, je le comprends tout à fait, c'est normal. En tant qu'élu, je vous invite aussi à vous renseigner, à regarder par contre un petit peu ce genre de détails, c'est assez intéressant. Bon, cela étant, ça c'est une parenthèse. Concernant le sujet global, il est en cours d'étude au sein des instances de GPSO. On aura, je pense, des nouvelles dans quelques semaines. Voilà. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça veut dire du coup que vous avez fait la demande pour les Issousois? Enfin, j'ai fait la demande, oui. Merci. De rien. Alors, donc la question... Il y en a une que j'ai oubliée. La question il doit y avoir une question numéro 6. On peut peut-être commencer par la numéro 5. Posez ça sur les indemnités, s'il vous plaît, comme ça ira plus vite. Si vous le souhaitez. Allez, je vais Bon, être en plus, on y avait partiellement répondu la fois dernière, mais Monsieur Cottineau va se faire un plaisir de vous répondre. Oui. Donc, pourquoi certains des élus déclarent-ils un net avant impôt inférieur aux autres, alors qu'ils perçoivent la même indemnité mensuelle? Alors, certains élus ont décidé de cotiser, avoir une cotisation complémentaire facultative, donc qui est au bon vouloir de chacun, que ce soit d'y adhérer ou non, et aussi du taux de mémoire qu'ils peuvent choisir sur lequel ils cotisent. Donc certains d'entre nous ne perçoivent pas le même net. On parle de quelle cotisation pour le coup? Retraite, oui, pardon. Donc cotisation retraite. Du coup, désolé, je complète ma question. Est-ce que du coup ça a un coût ou ça a une influence pour la commune? Ah non, du tout, c'est prélevé directement sur leurs indemnités. À eux, nous, on verse exactement le même montant. Chaque conseiller municipal a le même montant et les adjoints ont un montant différent et le maire a le sien. Et c'est sur ce montant que chacun cotise en complément ou non. Vous êtes sûr de votre réponse, Monsieur Cottineau? Parce que là, on est dans la règle qui s'applique, il n'y a aucun doute là-dessus, on ne conteste pas, sauf qu'il faut quand même que les gens sachent que chaque euro investi par un élu, la commune doit abonder du même niveau. C'est donc pour cela que, lorsque nous étions aux affaires, nous avons toujours refusé de nous faire payer notre retraite par les Issousois et nous avons refusé de cotiser, puisque à chaque fois que vous mettez un euro, la commune abonde d'un euro, et donc c'est comme ça que ça se passe en réalité, sauf erreur, sauf si le régime a changé. Jusqu'en 2020, c'était comme ça. Il y a effectivement une part salariale et une part patronale. Après, on va peut-être pas faire un concours de moralité. Bon, vous aviez refusé, c'est bien. Nous, on a refusé de disposer de la gratuité des salles. Ça fait un équilibre dans la force, comme dirait un certain film. Donc voilà, on va peut-être pas faire un concours du plus beau ou du plus vertueux. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Si, ça a un intérêt quand même. Mais il faut, surtout quand on vous pose des questions, répondez complètement aux questions. Ça sera beaucoup plus simple, on ne sera pas obligé de venir compléter les réponses. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance dans votre remarque. Non, mais je prends note, tout à fait. Moi, pour ma part, je n'adhère pas. Je le dis, mais effectivement, je découvre donc qu'il y a une part patronale. Mais c'est un choix des élus de vouloir faire la retraite. Alors effectivement, nous avons chacun fait nos choix. Et je redis, rien d'illégal là-dedans. Toujours distinguer la loi et la morale, Monsieur Perrault. Voilà. Comme en matière d'urbanisme, il y a des choses qui se font, qui sont peut-être un peu immorales, mais qui sont légales, c'est comme ça, il y a des choses qui se font. Alors, questions 5, 7 et 8. Oui, bon, on va commencer par la 5. Quels sont les travaux de voirie prévus par GPSO jusqu'en 2026 sur la commune d'Issou?
Je vous laisse passer à la 7. Parce que je vais vous faire une réponse globale. Tout se tient, donc je vais pas... tout se tient, donc je vais pas vous répondre à part. On aurait souhaité que vous répondiez question par question, s'il vous plaît, Monsieur Giraud. Oui, mais c'est encore moi qui préside cette assemblée, c'est encore moi qui décide comment je réponds, jusqu'à preuve du contraire. Vos 3 questions ont une cohérence. Vous auriez pu en faire une seule, vous en avez fait 3, c'est votre choix. Ah bah, si vos 3 questions ne vous semblent pas cohérentes, moi, elles me semblent cohérentes. Mais on n'a pas la même notion de la cohérence, on n'a pas la même cohérence, c'est tout. Hein. Vous savez, oui. Nous, on arrive à suivre une question, une réponse. 3 pour une, c'est pas possible pour nous. On sature. Pas saturé. Bon, je vous laisse poser la question numéro 7 si vous le souhaitez. Sinon, on va clore. Hein. Au bout d'un moment, si vous ne voulez pas poser la question 7 et la question 8. Monsieur Giraud, dans votre règlement intérieur, vous nous demandez de vous poser des questions. Ce que l'on fait, pourrait-on avoir des réponses à nos questions, s'il vous plaît? Et vous allez les avoir. Je vous dis que je vais vous faire une réponse globale. Si vous me posez la question 5, on va simplifier. Pourquoi jouez-vous avec 5 attaquants? Et la question numéro 7, si vous posez la question de sélection de l'équipe de France, allez-vous jouer l'attaque? On peut supposer qu'il va faire à peu près la même réponse aux 2 questions. Enfin, les réponses vont être liées. Là, on est à peu près, la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais on est à peu près dans cet objet-là. Donc, allez-y, posez vos 3 questions. Monsieur Giraud, pour la clarté du débat et des gens qui nous écoutent, je pense que ça serait mieux qu'on y aille question par question, parce que vous avez déjà les réponses, les gens qui nous écoutent n'ont pas encore les questions. Donc il y a une logique pour nous de répondre à chaque question, dans l'ordre. Merci d'avance. Je ne comprends pas votre logique. Alors, les questions du public doivent être déposées dans le règlement intérieur quelques jours avant. Par contre, Denis, il faut... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que sinon... On va continuer. On va continuer sur nos questions si ça ne vous dérange pas, et du coup on va attaquer la question 5. Je vous rappelle que j'ai la police de l'Assemblée, jusqu'à preuve du contraire. Je précise que je souhaite apporter une réponse cohérente à 3 questions qui pour moi se tiennent. Voilà, après vous pourrez toujours reposer la question, la reformuler, la faire autrement si vous estimez que je n'ai pas apporté une réponse satisfaisante ou autre. Mais moi je souhaite faire une réponse globale. Quand je dis que les choses se tiennent, les choses se tiennent. Très bien, on va avancer sur la question 7. Donc, nous avons reçu de la part d'une élue de la majorité, ex-élue de la majorité, nous avons tous reçu le même courrier. Donc, pour la compréhension de l'auditoire, voici les principaux éléments. Donc, j'ai son autorisation pour vous lire des extraits de sa lettre qui vous était adressée, Monsieur le maire, et qui nous était aussi adressée en tant qu'élu. Donc, je la cite. Ouvrez les guillemets. J'ai malheureusement appris, comme nombre d'Issoussois et d'Issousoises, par la presse, la création de la nouvelle taxe de 6% sur les propriétés bâties votée lors de la séance du Conseil communautaire du 17 février dernier. Les Issoussois et les Issoussoises que j'ai rencontrés me font part de leur mécontentement. Et lorsqu'ils vont recevoir leur avis d'imposition en fin d'année, je pense, sans me tromper, qu'ils l'exprimeront encore plus au regard des montants énoncés. Je vais exprimer ici mon désaccord tant sur la forme que sur le fond. Monsieur le maire, en votant pour cette nouvelle taxe, vous avez engagé l'ensemble de notre liste sans nous consulter au préalable. C'est à mon avis, et sans doute partagé, faire preuve de peu d'intérêt au travail collectif qui doit primer au sein de l'équipe municipale. La création de cette taxe méritait que l'on en débatte pour décider ensemble du choix opéré, car le montant de cette taxe, vous en conviendrez, ne sera pas sans conséquence pour les budgets des ménages de notre commune.
Lors de la campagne électorale, nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. En cautionnant la création de cette nouvelle taxe, nous tournons le dos à notre engagement. Un vote contre, voire au pire, une abstention aurait été mieux compris par moi-même et par nos électeurs. De plus, le chantage de la communauté urbaine et sa promesse d'investir pour l'éclairage public de notre commune en échange d'un vote favorable n'est pas acceptable. Pour toutes ces raisons et les valeurs de justice sociale que je défends, je tenais à vous dire que je n'approuve pas votre choix. Merci du respect que vous montrerez à mes convictions qui ne sont plus les vôtres. Donc ça, c'est un extrait du courrier de Madame Mélanie Le Sauce, Lothier Le Sauce, pardon, que nous avons tous reçu. Nous sommes surpris, en fait, lors de ce courrier, de constater que vous traitez vos colistiers de la majorité comme vous nous traitez depuis le 23 mai 2020, c'est-à-dire avec mépris et dédain. Afin que vous puissiez garder votre majorité, envisagez-vous de changer votre manière de considérer les élus? Et une question peut-être un peu plus générale pour l'ensemble des élus de la majorité. Mesdames et messieurs les élus de la majorité, nous souhaitons savoir quel est votre avis personnel sur le vote pour de M. Giraud concernant l'augmentation très substantielle de la taxe foncière des Issoussois. Quand allez-vous avoir une prise de conscience? Je laisserai les élus s'ils veulent parler derrière. Je vais par contre répondre. Moi, je pense que je vais peut-être répondre à la 8 au passage, mais on va. Du coup, vous voulez la dernière question. Comme vous avez fait un effort, je vais en faire un. Du coup, vous voulez plus la dernière question avant, c'est ça? Vous pouvez répondre tout de suite, du coup. Bon, posez-la si vous. Si vous voulez la poser, posez-la. Je la soupçonne votre question 8, donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc soyons clairs. Oui, j'ai personnellement pris la responsabilité de voter la création d'une taxe foncière de 6 points au sein de la communauté urbaine en février dernier. Cette décision, du fait, je le redis, de la suppression par l'État de la taxe d'habitation, a été d'autant plus douloureuse à prendre qu'elle ne touchera qu'une catégorie, dont je rappelle qu'elle est une catégorie hétérogène, celle des propriétaires. Quelles étaient les alternatives réelles? Le maintien de la situation actuelle, entraînant la mise sous tutelle par l'État de la communauté urbaine, entraînant la création par l'État d'une taxe foncière encore plus élevée et le gel des investissements dans nos communes. Ou la création éventuelle d'une taxe de 3 points, donc vous divisez par 2 à peu près le montant, c'est-à-dire 150 € pour les familles les plus touchées, assurant certes la survie financière de la communauté urbaine, mais s'accompagnant là aussi du gel des investissements dans les communes. Ce n'est pas un chantage, c'est du factuel. Ces deux solutions ne pouvant satisfaire aux attentes des habitants en matière de services fournis par la communauté urbaine, sur lesquels, souvent avec raison, ils râlent, j'aime pas le mot, mais dont ils se plaignent souvent et avec raison. L'abstention étant, à mes yeux, plus une posture de confort politicien. Oui, j'assume, à titre personnel, je le redis, pleinement cette décision. Outre les aspects évoqués dans mon intervention en assemblée communautaire le 17 février dernier, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur des plateformes vidéo, sachez que ce vote a aussi été motivé par l'engagement de la communauté urbaine d'affecter en 5 ans 680 000 €, soit 34 € par an et par habitant, à la rénovation de notre éclairage public. À titre de comparaison, pour vous éclairer, si je puis dire, de 2001 à 2015, alors même que cette compétence était communale, votre groupe, votre majorité, y a consacré au total 37 000 € en 15 ans, soit 62 centimes par an et par habitant. L'agonie de nos luminaires publics y est peut-être liée. D'autres chantiers, rue des Guyonnes, sécurisation de la rue des Hautes-Bauvettes, qui mène aux écoles, de la rue de la Gare éventuellement, même si là il y a d'autres choses qui vont peut-être, mais ce ne sera pas des choix budgétaires, mais plutôt tout un tas de projets qui sont en train de s'accumuler sur la rue de la Gare, entre les bus, d'éventuelles pistes cyclables, etc., sont également prévus dans le plan pluriannuel d'investissement et j'ai d'ailleurs insisté pour que cela se fasse en concertation avec les riverains. Je pense notamment, entre autres, à la rue des Hautes-Bauvettes, qui est une vraie problématique
J'en profite pour parler aux habitants. J'ai ouï dire qu'une pétition allait arriver. Votre maire essaye de s'en occuper avec les élus de la majorité. Puisqu'on parle de promesses, de choses contenues dans le programme, je vais vous en dire deux autres. Équiper nos luminaires de LED, en lien avec GPSO. Voici ce qui figurait dans le programme. Autre point, l'accessibilité. Ce sont aussi des trottoirs où poussettes et fauteuils roulants doivent pouvoir circuler, une meilleure visibilité aux intersections, des zones 30 à créer. Pour qui connaît la rue des Hautes-Bauvettes, je pense que cela parle. La création de cette taxe, si elle ne saurait nous remplir d'allégresse, me remplir d'allégresse encore moins, aura donc au moins le mérite de pouvoir être matérialisée par du concret, du visible aux yeux des habitants. Pour le reste, par rapport à ce que vous avez pu dire, je me contenterai de deux remarques sur le dédain, le mépris. Deux de vos élus avaient, au bout de 2-3 ans environ, délaissé aussi votre majorité lors du dernier mandat. D'ailleurs, très rapidement, ils n'avaient pas démissionné, mais ils ne donnaient même plus de procuration pour certains d'entre eux. Autre chose, par rapport au test que vous avez publié, donc, je ne l'aurais pas fait, mais vous l'avez publié sur les réseaux sociaux, donc je peux me permettre de le faire. Cité comme référence de bonne gestion, pour me reprocher ma mauvaise gestion, Calvin Coolidge, président des États-Unis d'Amérique de 1924 à 1928. Le président américain qui a généré la crise de 1929, avec toutes les conséquences économiques que l'on connaît, jusqu'aux conflits internationaux des années 1940, me semble une démarche pour le moins particulière. Bref, par rapport à tout ça, et je connais le poids de cette taxe sur les habitants, je vous invite là aussi à nouveau à relire, à revoir l'intervention que j'ai faite. Néanmoins, vous concernant, vu comment vous l'utilisez, je vous invite à sortir des polémiques stériles que vous cultivez sur les réseaux sociaux et peut-être, parlons de fond, parlons de débat d'idées, parlons de confrontation de projets. C'est cela que nos habitants attendent. Et j'attends toujours de savoir quel est votre projet alternatif. Attaquer les idées du maire et de sa majorité est un jeu démocratique légitime. Ne pas proposer d'alternative est un jeu plutôt démagogique. Sur ce, je vous remercie. Madame Petit. Oui. Je vais prendre la parole à l'instant. Je ne vais pas faire des grandes phrases comme vous tous là. Je vais être rapide et efficace pour qu'on gagne du temps. Parce que là, vous nous prenez un peu à partie par rapport à ce courrier, par rapport à la façon dont on est traité ou pas. On ne se connaît pas, mais voilà, moi, à titre personnel, il n'y a personne qui me traite avec dédain ou quoi que ce soit. J'ai suffisamment de personnalité pour m'affirmer. Donc, quand je suis en désaccord avec le maire, je lui dis. Donc voilà. Après, honnêtement, vous faites un peu d'honneur de leçon en voulant nous prendre à partie. Honnêtement, quand vous étiez, vous, élu, franchement, vous n'avez reflété que la docilité, la soumission à la précédente mairesse. Donc, bon, moi je veux bien discuter, hein, mais vous n'êtes pas hyper exemplaire. Donc voilà, moi je m'arrêterai là parce que je ne veux pas faire des longues phrases comme vous tous, puisque je veux rentrer chez moi. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Votre question numéro 8, même si je crois savoir en espérant que ce soit pas... Oui, je laissais Madame Berland distribuer juste le document pour que tout le monde l'ait sous les yeux avant que je lise. Oui, d'accord. Oui, bah, j'y ai répondu. Pardon? J'y ai répondu. Ah, pas tout à fait. Je quand même posé la question. Écoutez, je vous ai bien... Puisque vous, effectivement... Voilà. Alors, autre chose quand même, parce que... J'ai pas posé ma question, Monsieur Giraud. J'ai dit que je laissais Madame Berland. Posez-la. Voilà, finir de distribuer le document. Donc, alors merci de nous laisser lire le texte que je vais vous lire. C'est issu de votre programme, Monsieur Giraud. Donc,
maintenir la fiscalité locale à son niveau, la disparition progressive de la taxe d'habitation a enlevé une part d'autonomie aux communes. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure. La phrase qui est intéressante dans votre programme, c'est « Mais augmenter l'impôt foncier aurait un impact catastrophique sur le pouvoir d'achat et rendrait notre ville peu attractive. » Messieurs et madame les élus de la majorité, j'imagine que vous reconnaissez ce texte, que vous savez qui en est l'auteur, c'est vous tous. Donc, on se pose la question, nous et les Issoufsois, de manière très légitime, je pense, de savoir comment vous ne pouvez pas en tirer la même conclusion que votre ex-colistière, madame Lothier, et comment ne pas être d'accord avec ce que l'on vient de dire. Donc nous tenions à saluer le courage, la lucidité et son sens de l'intérêt général. Donc merci Madame Lothier pour votre action et votre décision. Monsieur Cottineau, je crois que vous vouliez prendre la parole. Oui, moi je vais juste faire un commentaire. Alors effectivement, notre programme, on a voté en début de séance le maintien des taux de taxes foncières de 2021, eux-mêmes hérités de l'année précédente. En tout cas, au niveau de la collectivité, nous n'avons pas augmenté les taxes foncières et c'est pas prévu du tout. Donc voilà, je parle en tout cas pour moi-même. Ce vote à GPSO était quelque chose d'attendu, d'inéluctable de mon point de vue. Monsieur Giraud assume totalement, nous avons eu des divergences, tous ici nous nous en sommes expliqués, j'ai parlé longuement avec lui. En tout cas sur la partie taxe foncière, en ce qui concerne notre collectivité, notre commune, il n'y a pas de changement. Et nous avons encore voté juste au début du Conseil le maintien des taux déjà existants. Et ensuite, il y a un vrai débat mais qui est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est les moyens ou c'est les objectifs? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est tous les 12 mois de faire le même McDissou avec une balance pour dire on n'a pas augmenté les impôts. Et pendant ce temps-là, on voit les luminaires partir en vrille, on voit les équipements partir en vrille. Ou est-ce qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de construire un projet pour l'avenir des Issoufsois? Est-ce que ce qui est intéressant, c'est de dynamiser la commune, de l'ouvrir, de la développer? Vous confondez, je crois, sachant que, effectivement, moi j'ai assumé mon vote. Et je le redis, je l'ai assumé. Pourquoi? Aussi parce qu'il correspondait, c'est les contradictions de la vie, ça permettait d'assumer une autre partie du programme. Voilà. La rénovation notamment de l'éclairage public, la sécurisation, alors certes pas de toutes les rues, effectivement, mais d'une rue qui est quand même, dont on sait tous qu'elle est particulièrement dangereuse. Donc oui, mais les moyens et les fins, c'est pas la même chose. Les moyens et les objectifs. Effectivement, cette taxe, de toute façon, elle aurait été votée. Voilà. Et les remèdes étaient pires que... Je vous ai exprimé tout à l'heure. Les remèdes étaient pires que le mal. La seule chose que l'on pouvait avoir, c'est soit aucun investissement, soit payer encore 2 fois plus. Sans investissement non plus. Je crois que vous n'en avez pas conscience. Ou maintenir le recours qu'on avait fait et voir disparaître ce Titanic qu'est la communauté urbaine et qui va couler petit à petit, comme on l'a déjà écrit depuis plusieurs années. Et au fil des années, on s'aperçoit que ça va être la réalité. On s'en félicitera pour notre part. Parce que payer pour rien, les histoires ne vont pas beaucoup en voir la couleur, je peux vous le dire. Par contre, les Polgars, ça sera pratique pour ceux qui prendront le RER de l'autre côté, mais les Issoufsois ont toujours les bouchons pour passer sur le seul pont qui existe. Et ici, ils pourront compter leurs sous pour donner à GPSO, mais il n'y aura pas grand-chose de nouveau sur la commune. Et il y a d'ailleurs un certain nombre d'élus qui se battent pour cela. Qui se battent contre la décision que vous avez votée, oui, il y a plusieurs élus qui courageusement ont saisi également le tribunal administratif. N'utilisez pas le mot courage à tort et à travers, M. Perron. Le courage, c'est autre chose. Oh oui, je vois que vous êtes fort pourvu. Écoutez, moi j'ai assumé une décision impopulaire. Voilà. Et je l'assume devant tout le monde et je l'exprime. La solution, j'aurais pu m'abstenir,
Ça aurait quand même été voté, j'aurais dit à tout le monde, ah mais moi j'ai pas voté pour. Bah oui, c'est ce que vous avez fait pour les attributions de compensation. Alors sur l'attribution de compensation, l'abstention revenait à voter Ah contre. oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça, vous avez jamais voulu le comprendre. Oui, mais, tout à fait. J'ai arrêté par rapport à ça. Bien entendu. Bon, bref, vous fuyez une nouvelle fois le vrai débat qui est est-ce que ce sont les objectifs qui comptent ou est-ce que ce sont les moyens? Cette taxe, de toute façon, elle aurait augmenté, hein, qu'on le veuille ou non. Par contre, les objectifs, effectivement, on va les avoir. Je vais me battre en tout cas pour qu'un grand maximum de ces objectifs soient atteints. Et pour redire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, entre 37 000 € en 15 ans et 680 000 € en 5 ans, même s'il n'y a qu'une petite partie de ces 680 000 € qui sont dépensés, ça sera déjà mieux que sur ces 15 années-là. Sur ce, je pense que nous allons clore le débat et la soirée. Donc je vous remercie et je vous propose de nous retrouver le 16 mai. Merci beaucoup.